Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Salut à tous, nous voilà de retour. Smart Stratégie, l'émission qui décode les stratégies. Augustin Van Rijkevorsel, salut Augustin. Le patron donc de Circle Stratégie qui nous accompagne tous les 15 jours, 3 semaines, enfin, qui nous accompagne quand on peut, quoi, voilà, en fonction, puis quand on a un invité qui vaut le coup, et là, on a un invité qui vaut le coup. C'est Patrick Sayer qui est avec nous. Bonjour Patrick. Oh, bah non, mais on se connaît, on se tutoie, enfin voilà, ici c'est la chaîne de la transparence, donc on va pas commencer. Donc Patrick Sayer, alors aujourd'hui président d'Augusta, mais en fait ce qui nous intéresse Patrick dans cette émission, c'est quand même plutôt les grosses boîtes, et donc c'est plutôt ton expérience Euraseo qui nous intéresse, et la façon dont tu as pu définir des stratégies. Alors, on a discuté ensemble, parce qu'il y a eu énormément de boîtes, évidemment, que tu as accompagnées avec Euraseo, société d'investissement. Je me souviens de ton combat il y a 10 ans pour qu'on arrête de dire fonds d'investissement et qu'on dise société d'investissement. Et on en a choisi 2. Moncler et Accor, si Gus, t'es d'accord. Et Moncler, ça m'intéresse beaucoup parce que je me souviens très bien quand tu avais racheté Moncler, quand Euraseo avait racheté Moncler, la marque, je ne la connaissais pas. Elle était morte, elle avait disparu. Non, souviens-toi Patrick. Tu es rentré quand dans le capital ? 2011. 2011. Souviens-toi. Alors, on peut commencer avec ça. T'étais arrivé avec une photo de je sais plus qui au sommet de la Napurna ou du K2 ou enfin d'un truc comme ça. Je sais pas qui. Un grand alpiniste un grand. Des années, en plus c'était les années 50, c'était l'épopée et tout, et le gars avait une doudou de Moncler. Et donc c'était ça le premier acte finalement, si on repart là-dessus, on peut redémarrer comme ça, Gus, c'est-à-dire comment je réveille une marque, Patrick. Alors d'abord le travail de Moncler, il a d'abord été fait par les hommes de Moncler. Il se trouve que on avait à la tête de Moncler quelqu'un d'absolument formidable qui s'appelait Raymond Ruffini et qui a su retrouver, et c'est très important le travail des marques, enfin, au-delà de la stratégie, le travail des marques est en soi absolument passionnant, parce qu'il faut savoir si une marque est porteuse de sens. Est-ce qu'une marque, c'est juste quelque chose qui sort de l'effervescence de quelques cabinets de naming. Tout à fait, qui permet vaguement de repérer un produit. On dit, on prend celle-là parce que celle-là n'est pas disponible, etc. Et puis ça se termine en A, ou ça commence par A, et donc c'est mieux parce que ça sera en haut de l'alphabet, enfin bref. Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette marque ? Il y a une histoire, il y a une légitimité. Quelle légitimité, quelle histoire ? En réalité, Moncler, ça veut dire monastier de Clermont. Ah, c'est génial. Monastier de Clermont, petite bourgade industrielle à côté de Grenoble, mais c'est vraiment c'est la France industrielle, c'est la France. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Moncler. Mais c'était passé en Italie quand tu le rachètes. Non, mais attends, il n'y a pas que Moncler qui est à Monastier de Clermont. Il y a d'autres sociétés françaises. Il y en a une dont le nom m'échappe, ça me reviendra. Mais peu importe. Rossignol. Bourgade, non, qui est pas dans le ski, qui je crois est dans les tapis, dans les moquettes. Mais donc il y a derrière ça de l'industrie, du travail, des hommes, des gens qui pensent, qui travaillent. Bon. La marque Moncler, elle est à son apogée, aux alentours, entre, je dirais, la fin des années 60 et les années 80. Fin des années 60, on se souvient de Killy, voilà, triple Killy champion. Qui avait, Killy, non, c'était pas lui qui était en haut de la Napurna. Non, mais c'est lui qui descendait en Moncler aussi. Triple champion olympique, médaille d'or en descente, en spécial et en géant. Même si l'une d'elles était contestée, et qui était habillé en Moncler. Il avait du Moncler en haut. En bas, c'était du Fusalp. Au passage, je fais une petite pub pour Fusalp, dans laquelle pourquoi c'est Augustin, les adore. Mais il était en haut en Moncler. On aurait pu faire ça, Fusalp. La société continue, mais ne se lance pas dans la nouvelle course, si j'ose dire, du marketing et de l'innovation, et reste très collé avec des produits hiver. Et c'était pas suffisant. Le génie, et donc à un moment, elle périclite. Le génie de ce monsieur, qui était à l'époque, je crois que directeur commercial de la société italienne qui avait repris Moncler, mais qui n'était pas arrivé à les développer, c'est de voir que derrière ce nom, derrière cette exigence de technologie, un vêtement qui est à la fois un vêtement de haute performance pour le ski, mais aussi un vêtement de haute performance pour la très haute montagne, et pour avoir fait de la très haute montagne, c'est pas des vêtements simples, il se dit, derrière cette promesse,
je vais y mettre du luxe. C'est ça. Et donc, il arrive à décliner ce qui était au départ qu'un produit de ski comme un produit de luxe. Et c'est le premier, faut appeler un chat un chat, c'est le premier à avoir transformé ce produit en un produit que les hommes et les femmes mettent en d'autres circonstances Que faire du ski, quoi. qu'au sport d'hiver. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est génial. Alors derrière, on a développé, on Et ça, pourrait y ça a revenir, commencé quand, Et ça comment on devient une marque? Parce que moi aussi, je peux dire, j'en sais rien, que je vais devenir un produit de luxe. Alors, un marketing derrière, c'est vraiment, encore une fois, c'est marketing, et il fallait la vision stratégique. Mais derrière, il ne suffit pas d'avoir la vision stratégique. D'autres entreprises ont cherché à copier cette vision stratégique, et très peu y sont arrivés. Enfin, très peu y sont arrivés. Il a eu l'audace d'un marketing et d'une mise en scène complètement décalée. Bah, franchement, j'étais pas un spécialiste des défilés de mode, ça n'a jamais été mon univers, mais pour accompagner à cette époque Moncler dans les défilés de mode dans lesquels elle intervenait, c'était vraiment complètement décalé. Et ça, là, tu l'as suivi dès le départ en disant ça c'est. Alors en fait, on l'avait suivi 4 ans, oui, parce que je me trompe peut-être toujours, mais c'est 2010 ou 2011, mais on l'avait suivi 3 ans avant, et on avait failli faire l'opération 3 ans avant. Et à l'époque, ce qui nous gênait, on a peut-être eu tort d'ailleurs, mais ce qui nous gênait, c'est qu'au sein de la société Moncler, il y avait d'autres sociétés qui, elles, n'ont pas justement pu faire. Il y avait par exemple une société d'un nom, une marque qui est un peu connue, notamment pour les golfeurs, qui s'appelle Henry Cottons, qui est le nom d'un très grand golfeur. Bon. Mais cette société qui aurait pu bien se développer, ça n'avait rien fait. Et donc il y avait un poids de ces sociétés qu'on ne sentait pas qui était trop important par rapport à... À ton niveau, c'est un peu reprendre Boussac pour en extraire Saint-Laurent, quoi. Tu prends le truc pour en extraire Moncler et... Quand on voit que lorsque on l'a regardée en 2007, elle valait quoi? Elle valait à peine 300 millions. Et lorsqu'on voit ce qu'elle capitalise aujourd'hui... C'est 1,4 milliard à mon cas. Non, mais beaucoup plus que ça. Non, mais le chiffre d'affaires. Ah oui, non, mais la capi. La capitalisation, c'est bien, c'est plusieurs milliards. Oui, c'est ça doit être 10 milliards, quoi. Oui, c'est pas loin de 10 milliards. Donc c'est un saut effectivement totalement quantique. Et du coup, quand vous êtes rentré, vous avez sorti les poids dont tu parlais, ou bien vous êtes... Alors ça a été, parce que je dois dire que j'ai été dans cette affaire largement aidé par Virginie Morgon, l'actuelle présidente de Raseo, qui était à la manœuvre. Et on a pris la décision et on s'est attaché à convaincre effectivement Remo Ruffini que pour réussir l'introduction en bourse, il fallait pas que la société soit polluée par des actifs à plus faible croissance. C'est ça. Et la croissance de Moncler était formidable, elle était de 20 à 30% par an selon les années, et il fallait rester sur un pur play à très forte croissance. Et à ce moment-là, ça veut dire, pour le coup, c'est François-Henri Pinault qui raconte ça très très bien avec Gucci, c'est-à-dire, à un moment, comme tu l'as dit toi-même, je ne suis pas spécialiste des défilés de mode, à un moment, il faut faire une confiance finalement totale. Ouais. C'est ça. Le gars, comme tu dis, il a cette vision. Bon Dieu, on verra bien, mais si on se met à interférer à la marge, à donner son avis sur tout et n'importe quoi, on est sûr d'aller au crash. Alors c'est très intéressant, et même en termes de gouvernance. D'abord, sur l'avant et sur le pendant. Sur l'avant, on s'était fait aider chez Raseo par quelqu'un qui s'appelle Christian Blancart, qui avait été numéro 2 d'Hermès. Et Christian, à ce feeling. C'est vraiment fibre luxe. Oui, ouais. il a ce feeling. D'abord, c'est quelqu'un. Tu lui dis à Buenos Aires, est-ce qu'il faut être rue machin entre le pâté de maison un tel et un tel sur les numéros pairs ou les numéros impair, il te dira pas ça. Il te dira il faut être au 47 entre le 47 et le 53 parce que c'est là que ça se passe. Et si tu veux, le marketing puis le merchandising, ce sont des clés quand même, ce sont des clés du succès. Bon. Et il avait sur le plan de la marque à ce moment-là, il avait parfaitement identifier le potentiel de la marque. Et il était à peu près persuadé que la stratégie de marque mise en avant par Remo Ruffini devait fonctionner. Donc ça, on lui a fait confiance. Donc ce n'est pas un saut complètement dans l'inconnu, c'était un saut avec quelqu'un qui allait... une réassurance. On avait une réassurance avec quelqu'un qui était véritablement un expert. Mais ensuite, dans le fonctionnement de ces sociétés, c'est assez intéressant. En Italie, moi j'étais au bord de sociétés françaises, américaines, italiennes. En Italie,
certains conseils sont comment dirais-je, il y a trop de procédures. Il y a des contrôleurs, et puis il y a des contrôleurs. Enfin, le pire, ce sont les banques italiennes où on passe son temps au comité d'audit qui audite même le comité d'audit. Enfin, c'est un peu lourd. Mais en revanche, dans cette société qui s'appelle Moncler, il y avait effectivement, dans le cadre de la gouvernance, de véritables échanges avec les administrateurs. C'est-à-dire que même si c'était sa vision, sa stratégie, il demandait effectivement à son conseil de valider chacune des ouvertures de magasins. Et Euraseo était dans le conseil. Euraseo on avait 3 ou 4 représentants dans le conseil. Donc, je me souviens très bien avoir travaillé sur l'ouverture d'un magasin à Courchevel. Bon, pour savoir s'il fallait être dans un truc qui s'appelait le Chalet de Pierre ou pas. Et c'est là que tu joues vraiment ton rôle de... Tu joues ton rôle, tu joues une partie du rôle. Mais il y avait de la part, et moi ça m'a toujours impressionné de la part de quelqu'un aussi brillant que Remo Ruffini, cette capacité d'accepter que des décisions qui étaient somme toute des décisions assez simples, elles soient challengées par d'autres. Parce que dans le fond, il acceptait de se remettre en question et il se disait, si je ne suis pas capable de convaincre Virginie, Patrick et quelques-uns, il y avait un garçon aussi formidable qui s'appelle De Benedetti, qui était représentant de Carlyle, donc si je ne suis pas capable de convaincre ces 3 personnes, c'est que dans le fond... c'est que j'ai tort. C'est que j'ai tort. Et donc il jouait le jeu dans une transparence absolument totale. Et ça, c'est... Et quand tu rentres dans une société, ce genre de profil-là, est-ce que tu regardes ça ? Parce que pour jouer vraiment son rôle de société d'investissement, comme tu disais, et pas être un fonds d'investissement, avoir ce rôle-là, tu dois avoir un type qui a envie de jouer avec toi, quoi. Alors c'est effectivement les qualités humaines du manager, elles sont clés, et elles vont presque avant tout le reste. Mais la réalité, c'est que c'est à l'expérience qu'on voit. Tu le vois, oui, non, c'était bien. Ouais, tu prends une forme de pari quand même. Ah oui, t'es obligé. Tu peux pas savoir si c'est tu clair. pas. Mais là, il l'a formidablement joué. Enfin, c'est ça. Et cette marque-là, vous l'avez accompagnée jusqu'où ? Parce que c'est devenu vraiment une marque. Non, mais alors ensuite, il y a eu des sauts, d'autres sauts qui étaient audacieux. Il y avait le fait, à l'époque, on était très dépendant de la distribution. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus, entre guillemets, chez Harrods et aux Galeries Lafayette, même si ce sont des marques absolument extraordinaires, qu'on était dépendant de nos propres boutiques. Et donc, il a lancé de façon très forte la déclinaison de ces boutiques, avec, pour le coup, là aussi, des décorateurs absolument formidables, Gilles Boissier, et une déclinaison, une force de la boutique qui se reconnaît, qu'on aille au Japon, qu'on aille n'importe où. Enfin, ça, c'est une clé du luxe. Maîtriser la distribution jusqu'au consommateur final, c'est une clé du luxe très importante. C'est essentiel. Il y a eu le pari, parce que c'était pas évident, de se dire, est-ce qu'on ouvre dans les pays chauds ? Et ouais, t'as raison. Et quand tu fais de la doudoune, est-ce que tu fais un magasin à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï ? T'as raison. Et ça a été exceptionnel. C'était le carton. Ça a été le carton. Parce qu'en réalité, dans les La pays chauds, doudoune à Dubaï. dans les pays chauds, il y a de l'air conditionné. Et puis, il peut faire froid le soir, il peut faire froid le matin. L'air est très clair. Bon, il y a eu d'autres paris, comme le fait de sortir du seul vêtement de ski pour aller vers des choses très audacieuses qui plaisent aux hommes, qui plaisent aux femmes. Il y a eu une déclinaison produit qui a été justement, exceptionnelle. Et cette notion de portfolio, est-ce que vous avez été impliqué dedans ? Le fonds Euraseo a été dit à dire ouais, j'y crois pas. Société Euraseo. Pardon. Ah ouais, là tu l'auras pas là-dessus. Non, on était réellement consultés. Encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, mais il avait avec un ensemble de données, avec un ensemble. Non, mais c'est super intéressant, la force de conviction en fait du manager. On a été consulté sur ces sujets. Que tu sois pas spécialiste est justement super intéressant parce qu'à un moment le gars, il faut qu'il arrive à te convaincre. T'es pas spécialiste, mais vu le succès d'Euraseo, t'es client. Enfin, ou a priori t'es dans la cible. Donc voilà. On est capable du luxe et de l'ultra luxe. On est capable de réagir. Bon, le temps tourne très vite. Accor. Ouais. Accor, c'est une longue histoire. T'accompagnes Accor depuis. Ça y est, c'est fini là. Ça fait un an et demi que j'ai quitté le. T'es resté 15 ans. Non. En fait, Accor. Le premier que t'as viré, c'était qui ? C'était Espaliou ou c'était. D'abord, on y va. On sait que c'est toi. D'abord, j'ai viré personne. Ils sont partis. Mais c'était celui qui est chez TF1 maintenant.
Non, mon Dieu. Tu ne m'auras pas là-dessus. Et non, Accor, Sébastien Bazin, passionné par Accor. Donc à l'époque, lui, Colonie Capital, alors pour le coup, fonds d'investissement. Ou à peine Colonie Capital, puisque moi, à l'époque, j'espérais engager Sébastien chez Euraseo. On avait même discuté assez loin. Et puis, finalement, il m'a dit, je reste chez Colonie. C'est pour ça que Euraseo s'est retrouvé investisseur chez Colonie Capital. Et c'est pour ça qu'ensemble, on a eu notamment la grande aventure du PSG à laquelle tu tiens tant. Mais écartons ce sujet un moment. Ah oui, parce que si... j'ai pas pensé à ça, tiens. La stratégie du PSG, dis donc. Hein, écartons ce sujet. D'accord. Sébastien vient m'en parler. Nous devons être en 2004, 3-4. Donc c'est effectivement assez ancien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il avait une vision pour cette entreprise. Enfin, Sébastien était un très familier de l'hôtellerie, et il avait une vision pour cette entreprise. Mais c'était au moment où les choses étaient effectivement compliquées, et il a commencé lui-même effectivement à accompagner seul. On n'en avait rien à voir avec Colonie à l'époque. Il a accompagné effectivement un plan. Où il y avait eu la scission du conseil, avec effectivement Jean-Marc Espaillou d'un côté, et puis un conseil de surveillance de l'autre. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand même. Alors, pardon, Augustin, mais un peu comme finalement avec Moncler, c'est-à-dire parce qu'il faut le temps tourne très vite. En fait, Accor, dans l'histoire que tu vas nous raconter, c'est une série de séparations. C'est d'abord sortir tout le côté ticket restaurant. Ça a été ça le premier move très très important pour créer Edenred. Ouais. Et ensuite, mais là, tu n'y étais peut-être plus, le move de Sébastien Bazin. J'étais en tant qu'administrateur. Ce truc auquel j'ai toujours rien compris. Oui. Et à chaque fois qu'il vient, il dit voilà. Il dit je vais t'expliquer, mais en fait il y a trop de sujets. Et donc la marque hôtelière d'une certaine manière et puis l'immobilier, séparer les deux. Voilà. C'est quoi à chaque fois cette idée de retrouver. Vous êtes sorti au moment où il a sorti l'immobilier. Non, il est sorti au moment d'Edenred. On est surtout sorti quand le cours était élevé. Ah oui, c'est ça. Pardon. Donc, non, t'es sorti après Edenred de manière assez importante. Pas loin on est sorti en 2 fois, le cours était à chaque fois à peine en dessous de 50 €. Pourquoi mais peu importe. Non, c'est pas une obsession de la scission. Il n'y a pas d'obsession de la scission. Il y avait le sentiment, et lorsque nous sommes arrivés chez Accor, je vais vite, nous sommes arrivés chez Accor en 2008. Sébastien avait, via Colonie, 2 fois 10%. Et nous avions nous-mêmes 10%. En réalité, nous avions 30%. Et avec 30% dans une société au capital léger, très éparpillé, ça donne le quasi-contrôle. Ouais. On peut le regretter, mais enfin, c'est ainsi. Donc ça nous a donné pendant quelques années le contrôle. Et l'observation que nous avions pour le coup au Conseil, rien à voir avec le Conseil italien dont je te parlais, mais c'est parfois, pas toujours heureusement, mais c'est parfois le sort de certaines sociétés cotées, parler du sexe des anges. On parlait de problèmes géopolitiques stratosphériques, mais on n'était pas les mains ancrées dans les décisions. Pas opérationnelles. On n'était pas opérationnels. Et il n'a pas dit qu'un conseil de surveillance ne doit pas s'intéresser aux opérations. Il a par nature une vocation stratégique, mais il n'est pas dit qu'il ne doit pas rentrer et comprendre. De toute façon, ta stratégie, c'est pas un petit peu opérationnel. Nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes parfaitement d'accord. Et on s'est très vite rendu compte que les 2 métiers notamment, Edenred et Accor, n'avaient rien à voir. Moi, je disais souvent, imaginez qu'aujourd'hui, un banquier d'affaires vienne proposer à American Express de fusionner avec Hilton. Ben, c'est la même chose. Ça n'avait pas de sens. C'est pas parce qu'il y a un restaurant qui fait le trait d'union entre les deux, tickets restaurants et les restaurants dans les hôtels, qu'il y avait une... Oui, tout à fait. Et donc, mais ce qui est parce que juste pour les leçons, ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est qu'Edenred faisait quand même une grande partie de la rentabilité de l'ensemble. Edenred faisait une très grosse partie de la rentabilité. Et donc le conseil en place, en fait, voulait pas s'en séparer parce qu'ils n'avaient pas de solution pour. Ils n'avaient pas de stratégie hôtelière. Oui, en fait. mais il y avait un vrai sujet, c'est que ça faisait la rentabilité, ça faisait du cash flow, et puis on envoyait ce cash flow. Dans l'hôtellerie, mal dépensé. L'argent facile et mal dépensé. Pour moi, ça a été c'est mon grand motto. Et en plus, on avait le sujet qui était que les équipes d'Edenred n'étaient pas incentivées réellement sur l'avenir d'Edenred, elles étaient incentivées sur l'avenir d'une globalité sur laquelle elles avaient zéro impact. Super intéressant. Très peu d'impact.
Et donc tu ratais des talents. Et donc, on était persuadés, et on s'est battu contre des tas de gens. Ah oui, ça a été homérique comme bataille. Philippe Villain qui nous a, pour ne citer que lui, qui nous a Le démoli. capitalisme parisien, les Qui amis. nous a démoli. Mais à la fin des fins, tout le monde a considéré que l'opération telle que nous l'avions définie et telle qu'on l'a mise en œuvre était pertinente. Et dans Edenred, vous êtes resté un petit peu ou... Oui, on est resté, on a accompagné, et puis on est sorti aussi dans de très bonnes conditions. Et c'était Jacques Stern, le directeur financier, c'est ça? C'était Jacques Stern, le directeur financier, qui est devenu le premier patron d'Edenred. Qui est maintenant Bertrand de Mazy, qui fait un boulot assez Je ne connais pas bien l'actuel, mais sûrement, puisque en tout cas, à la performance boursière, ça me paraît clair. Exactement. Ensuite, s'agissant d'Accor, nous sommes restés sur Accor, et donc un certain nombre de questions qui étaient des questions pour Sébastien, et qui ont été, alors là, pour le coup, très largement débattues au sein du Conseil, ont été à la fois des questions de marque. Est-ce qu'il fallait resserrer les marques? Ce qui d'ailleurs était notre idée ou notre présomption initiale. Et à l'expérience, on s'est aperçu que c'était une erreur, qu'il fallait que les clients ne se reconnaissent pas toujours dans des marques complètement internationales. Il y avait des marques qui pouvaient être complètement internationales. Ibis est un nom qui peut traverser les continents. Donc tout à fait. Mais la marque, si je prends des marques comme Mama Shelter, par exemple, qui est liée, dont l'histoire est maintenant liée à celle d'Accor, c'est une marque qui traversera pas forcément tous les continents. Elle réussira peut-être dans certaines situations urbaines, mais c'est pas forcément une marque qui a cette capacité. C'est ça. Mais elle est efficace. Tu peux pas te séparer. Voilà, c'est ça. Elle n'était pas efficace. Elle envoie des signaux très précis. Elle y envoie des signaux très précis, mais en envoyant parfois des signaux particulièrement précis, on est nécessairement collé à une clientèle à laquelle correspondent ces... D'où l'idée d'avoir en fait un assez large portefeuille de marques. D'où l'idée d'avoir un assez large portefeuille de marques, d'où l'idée de Sébastien, et qu'il a mise en œuvre au fil des ans, d'élargir le nombre de ces hôtels. Et d'où aussi l'idée de se dire, faut-il conserver dans le même ensemble l'activité de marketing et de gestion de ces marques et l'activité d'opération, d'exploitation des hôtels, qui sont en réalité deux activités complètement différentes. Mais c'est ça que je ne comprends pas, moi. Pourquoi elles sont différentes, ces activités? Elles sont différentes parce qu'elles obéissent pas nécessairement au même cycle. Je sais pas, le gars qui fait le marketing de Danone, c'est normal qu'il travaille avec le gars qui fait les yaourts, quand même. La rentabilité, alors... L'effet Covid a mis... Oui, on laisse ça de côté, évidemment. Si on se met pré-Covid, l'activité de gestion hôtelière, c'est quelque chose de très prévisible, d'assez lissé, sur lequel on peut mettre en face des capitaux longs et qui demandent des rentabilités plus faibles. D'accord. Et donc, à contrario de la bourse, qui malheureusement, enfin on peut le regretter, dispose plutôt de capitaux plus courts, avec des gens qui font tourner leurs investissements plus vite, et qui demandent des rentabilités plus élevées. Donc le meilleur moyen pour valoriser, parce que une des responsabilités, c'est à la fois le développement stratégique, mais évidemment aussi la valorisation pour les actionnaires et l'ensemble des parties prenantes, c'était de mettre en face de chaque société les capitaux qui lui correspondent. Et les capitaux longs ont plus vocation à aller du côté d'Accor Invest. Des capitaux, entre guillemets, boursiers, plus volatiles, ont vocation à être avec Accor Hotel. Alors, chose intéressante, et ça fait quelques années que je suis parti du Conseil, et je lui livre ce secret. Sur la sortie, sur la séparation du groupe Accor, à l'époque, je n'étais pas en réalité en pleine adéquation avec Sébastien Bazin. Sébastien tenait à la cession, et moi je tenais plutôt à la scission. Scission, un peu comme on avait fait, enfin pas un peu, exactement, comme on avait fait. Je comprends rien. Tu suis là oui, dans un cas. Là aujourd'hui, attends, Patrick. Non, mais c'est très important parce que c'est ce qui fait. Oui, mais justement, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. C'est ce qui fait que... D'un côté, tu as donc Accor Hotel, qui est, comme tu dis, la gestion hôtelière, l'ensemble des réservations, les marques, la plateforme, etc. Et de l'autre côté, Accor Invest, c'est les immeubles, en fait. Les immeubles et l'exploitation hôtelière. Il y a l'exploitation au sein des hôtels. Au sein du truc. Au sein des hôtels. C'est là que je suis arrivé. C'est là où moi je suis pas... Mais ça n'a rien à voir. Tu peux très bien être toi propriétaire d'un hôtel. Alors tu peux être soit propriétaire des murs, soit propriétaire du mur et des fonds, et faire
et faire gérer d'une certaine manière ta marque. En fait, tu peux très bien utiliser la marque d'un tiers. Stéphane, le truc, il est très simple, c'est Airbnb. Hein. Le truc, c'est qu'ils ont, en plus, ils ont mis d'un côté Airbnb et de l'autre côté les réservations. Mais ton Airbnb, en fait, tu aurais pu ne pas mettre ton building dedans, quoi. Et ça... Bon, si vous comprenez, les gars, je vous fais confiance. Là, voilà, on va faire comme chez Moncler. Je vous fais confiance, moi, j'y arrive pas. Mais Je vais répéter simplement. Un propriétaire d'hôtel peut tout à fait se dire qu'au lieu d'appeler son hôtel l'hôtel des Trois Canards, il appelle son hôtel l'hôtel Ibis. D'accord. Des Trois Canards. Des Trois Canards, ou Okay. ce qu'on veut. Et il peut, selon différents degrés, confier, d'abord, à payer une redevance de marque, parce que s'il travaille avec Ibis, il peut payer par définition une redevance de marque, et il peut demander au réseau Ibis de l'aider à alimenter son hôtel en clients. D'accord. Donc c'est ça. Ça, c'est une activité en soi. Ça, c'est une activité Ça, c'est une activité en C'est soi. une activité en soi, qui est une activité de marque, qui n'a rien à voir avec le fait d'aller servir des petits déjeuners. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des économies d'échelle sur le fait de servir des petits déjeuners, mais c'est autre chose, ou faire le ménage des chambres, ou assurer l'entretien de l'hôtel, c'est autre chose. Bon. Mais non, la chose qui est intéressante, c'est que moi j'étais dans une logique de scission pure et simple, pour que les actionnaires du groupe Accor se retrouvent avec 2 actions. Et Sébastien, c'était sa vision, Sébastien Bazin, était dans une logique de cession, c'est-à-dire qu'il vendait à l'extérieur les murs et les fonds, et Accor, hôtel, se retrouvant avec le cash de cette vente. Eh bien, je dois dire, je dis très... C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a eu raison. Ouais. J'avais tort, il a eu raison, je le dis très simplement, parce que si Accor aujourd'hui dispose du cash... Si Accor aujourd'hui dispose du cash qui lui permet de passer la crise du Covid... c'est en particulier parce qu'il a eu cette vision à l'époque. Ce qui est tout à fait la phrase, la grande phrase de Bolloré, moi il me l'a dit en face, donc je sais que c'est on additionne des coups de bol et de temps en temps, ça s'avère être une stratégie. Hein ça arrive aussi. Hein, voilà. Moi je dis ça arrive aussi. Voilà. Mais et du coup, sur ce truc... Une 30, hein, on est quasi au bout. Hein. Juste pour terminer là-dessus quand même. Le move d'asset light dans l'hôtellerie, est-ce que vous l'avez chez Euraseo, est-ce qu'on a un peu regardé ou pas du tout? C'est-à-dire cette mouvance d'Airbnb où on se dit en fait je fais rien. En fait, nous on l'avait déjà, en réalité pourquoi on était là-dessus? Parce que nous on l'avait déjà mis en œuvre dans une autre affaire qui s'appelle non pas Airbnb, mais BNB Hotel. Ouais, BNB Hotel. Oui, tout à fait. Qui a été une formidable aventure. Oui, mais là, tu avais les murs, tu avais la gestion hôtelière, tu avais tout dans BNB. Non, on a revendu séparément. C'est une filiale, une autre filiale de Raseo qui s'appelait ANF, qui était ma filiale immobilière, qui a racheté les murs des hôtels BNB. Donc non, cette stratégie, on l'avait déjà mis en œuvre. Elle posait... Autant je comprends l'immobilier, ok. Et d'ailleurs, c'est comme ça, le disait Bazin. Non, celle-là était pure immobilier. Voilà, l'immobilier, ok, c'est un métier en soi, ça je comprends parfaitement. La gestion de l'immobilier, etc. Mais après, quand même, l'accueil, servir les petits déjeuners, etc. Enfin, c'est le métier de l'autre. Enfin, oui, mais je sais pas, On peut bon. Ouais. On est au bout. On est au bout. On est au bout. Merci Patrick. De rien. Hein, voilà, un petit voyage au cœur de société d'investissement. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Combien de temps à la tête de Raseo, Patrick? 16 ans. 16 ans, comme quoi. Il y avait eu Lazare avant. 20 ans. Et maintenant, Augusta. Patrick Sayer était avec nous. Gus, on se retrouve dès qu'on peut, les amis, pour Smart Stratégie. Smart Stratégie vous est présenté par Square.